Bienvenue dans Homicide, votre podcast Affaires criminelles. Je suis Martin Gamara et avec Nathalie Mazier, nous sommes très fiers de vous présenter ce premier numéro de Homicide. Bonjour Nathalie, comment ça va ? Salut Martin, ça va très bien. Bon, Nathalie, tu es journaliste spécialisée faits divers et chroniques judiciaires. Tu travailles déjà en presse écrite et en TV, si mes informations sont justes. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de passer au format podcast ? Alors c'est vrai que du coup, j'ai le podcast, j'en ai écouté plusieurs et ça m'intéressait parce que du coup, ça permet je trouve, de revenir sur des affaires criminelles d'une manière différente de l'approche qu'on peut avoir, que ce soit en presse écrite ou en télé. Et je trouve que ça permet de laisser un peu plus la parole aux témoignages des personnes qu'on interroge de manière un peu plus longue et peut-être même parfois un peu plus fouillée. Je trouve qu'on leur laisse davantage la parole et c'est ce qui m'intéressait du coup aussi. Et parfois aussi de pouvoir développer des aspects d'une affaire qu'on ne peut pas forcément développer sur des formats qui nous sont imposés. Je pense notamment au format du reportage en télé qui est quand même assez, comme on dit, un peu charté. Donc du coup, voilà, je trouve que ça permet une approche différente et qui m'intéresse beaucoup. Voilà. D'accord, bon. Moi, je suis producteur de podcast. Je m'intéresse de près à la chronique judiciaire. J'avais envie de traiter le sujet. Je le fais avec un autre podcast qui s'appelle Mr. Anyone, mais qui est consacré aux tueurs en série et qui est un format talk show, c'est-à-dire on est plusieurs autour d'une table et on discute et on échange autour de la biographie d'un tueur en série. Et là, j'avais vraiment envie de faire du documentaire et un format où, comme tu le disais, la parole des personnes impliquées dans ces histoires et des protagonistes qu'on peut interviewer prend de la place. Pour ce premier numéro, nous allons vous parler de la disparition mystérieuse de Thierry Biel-Bidalot, qui mettra près de 10 ans à être résolue, tout du moins aux yeux de la justice. Ça, vous verrez dans le récit quelle est la subtilité. C'est une affaire judiciaire qui est aussi une affaire de famille, puisqu'elle implique l'ex-compagne du disparu, qui s'appelle Sylvie, et Pierre, qui est considéré comme le père de Sylvie, c'est son beau-père. Vous allez entendre le récit de cette affaire qui a été écrit et qui est raconté par toi, Nathalie, et qui est basé notamment sur les propos de Maître Harcourt, l'avocat du frère de Thierry Biel-Bidalot, propos que tu as recueillis. La musique originale de ce podcast a été composée par Max Besnard. On se retrouve après le récit pour un petit entretien complémentaire sur cette affaire. Très bonne écoute. En septembre 1998, Thierry Biel-Bidalot, 34 ans, dit à son frère Patrick qu'il part travailler en Afrique. Mais plus personne n'aura de nouvelles de lui. Son silence dure des mois et même des années. Contre toute attente, aucun de ses proches ne s'inquiète vraiment. Il faut attendre presque 10 ans pour que l'histoire de sa disparition éclate enfin. Le 11 août 2008, Christian, un ami de Thierry, se rend au commissariat de Pau. Il a des révélations à faire. Il en est certain, Thierry a été tué. Une enquête est ouverte et ne va pas tarder à révéler un incroyable secret de famille. Sans ce témoignage, ce crime aurait pu passer totalement inaperçu. Voici donc l'histoire d'une affaire criminelle rare dans les annales judiciaires. Une disparition inexpliquée, un corps jamais retrouvé, des aveux et un procès tardif. Une affaire judiciaire terminée, mais qui renferme encore aujourd'hui une part de mystère. Titi, comme le surnomment ses proches, est né à Tarbes, dans le département des Hautes-Pyrénées, le 2 juillet 1964. Thierry Biel-Bidalot était de ceux qui ont eu une vie cabossée. À 9 ans, il perd sa mère et est confié à la DAS avec son frère et sa sœur. Il a des rapports très ténus avec son père, qui coupe définitivement les ponts lorsqu'il a 30 ans. Thierry est un petit délinquant.
Il a été condamné pour plusieurs vols et en septembre 1998, il prend 1 an de prison pour trafic et usage de produits stupéfiants. Il n'est pas présent à l'audience. Mais quelques jours plus tard, il se rend chez son frère Patrick. Il vient récupérer des pièces détachées dans son garage pour les vendre en Afrique. Titi dit à son frère qu'il est sur le point d'y partir. Mais ensuite, plus rien. Silence radio pendant des années. Dix ans plus tard, le 11 août 2008, Christian, un ami de Thierry, se présente au commissariat de Pau. Un capitaine de police de la sûreté départementale l'entend. Son témoignage est tapé sur procès-verbal. Christian connaît Thierry depuis plus de 20 ans. Ils travaillent ensemble dans le commerce de voitures utilitaires entre la France et l'Afrique. Maître Christophe Arcotte représentait Patrick, le frère de Thierry, lors du procès. Il a accepté de revenir sur les détails de cette affaire. L'enquête démarre par son ami, en fait, Christian, qui est à la fois son ami, mais son partenaire professionnel. C'est lui avec qui il faisait de l'import et de l'export entre le Sénégal et la Mauritanie. Il s'inquiète véritablement en fait de la disparition de Thierry. Il est convaincu que ce dernier a disparu corps et âme, et peut-être même qu'il est mort, et qu'il a été tué. C'est surtout ça. Et c'est ce qui motive le 11 août 2008 le fait qu'il aille au commissariat de police et signale cette disparition inquiétante. Dans son audition, que j'ai pu consulter, Christian raconte aux enquêteurs qu'il n'a plus de nouvelles de son ami depuis début septembre 1998. Voici un extrait de son témoignage. Je suis rentré en France 1 an et demi après lui. Moi, je suis rentré fin 99. Je suis allé voir Gilles, un copain, parce que j'avais appris que Titi, Thierry donc, avait séjourné chez lui à son retour d'Afrique en septembre 98. Ce Gilles, qui avait fait l'Afrique avec nous, avait hébergé Titi à son retour. Quand je suis allé voir Gilles, il m'a dit qu'il n'avait pas revu Thierry depuis un soir où Titi avait eu un rendez-vous à l'extérieur. Ce soir-là, donc, il avait rendez-vous avec sa concubine Sylvie, enfin son ex-concubine, et Pierrot, le beau-père de Sylvie. Ils avaient rendez-vous dans un bar à Tarbes. Titi y était allé à pied. Depuis cette date-là, Gilles ne l'avait pas revu. Par contre, Thierry était parti en laissant toutes ses affaires chez Gilles, et d'ailleurs je crois qu'il y en a encore. Gilles m'a dit qu'il s'était renseigné pour savoir ce que Titi était devenu, et qu'on lui avait répondu qu'il était parti au Sénégal. C'est Sylvie qui lui a répondu que Thierry était reparti au Sénégal. Et ensuite Gilles s'en est plus occupé. Christian raconte aux policiers qu'il a cherché lui aussi à avoir des nouvelles de Thierry, auprès de son ex-compagne, Sylvie. Ils ont un fils ensemble, Rémi, et malgré ses voyages en Afrique, Thierry prenait régulièrement de ses nouvelles. En 1998, Rémi avait tout juste 2 ans. Mais devant Christian, Sylvie assure que Thierry est en Afrique. Elle n'a aucune nouvelle de lui et ne semble pas vraiment s'en inquiéter. Christian est pourtant bien placé pour savoir que Thierry n'est pas là-bas. Il l'aurait su grâce à ses contacts sur place. Régulièrement, Christian revient à la charge auprès de Sylvie. Elle lui répète toujours la même chose, elle ne sait rien. Mais un jour, tout va basculer. Elle appelle Christian et lui donne rendez-vous chez elle. Il y a un épisode qui sera marquant pour lui, c'est vers la fin 2006-2007, où, une fois de plus, il va se rendre chez Sylvie pour essayer d'obtenir des nouvelles de Thierry, parce que chaque fois, c'est des versions un peu différentes qu'on lui donne, hein. On ne parle pas de disparition, mais Thierry vit sa vie, voilà tout. Mais là, elle est sous l'emprise manifestement de l'alcool, et là, elle va raconter qu'à la suite d'une dispute, et toujours au sujet de leur fils, Rémi, c'est l'enfant commun entre Sylvie et Thierry, il est évoqué le fait que Thierry aurait eu le désir d'enlever en réalité Rémi et de l'emmener avec lui en Afrique parce que c'était un enfant auquel il est attaché plus que tout. Et elle raconte qu'au cours d'une dispute, elle aurait tout simplement avec son véhicule, alors on parle d'une Fiat 500 à l'époque, elle aurait écrasé Thierry Biel-Bidalot. Et bien sûr, la famille aurait aidé à faire disparaître le corps, à savoir Pierre, donc celui qui est entre guillemets son beau-père, et un ami
de Pierre qui dans le dossier, on va le qualifier un peu comme étant le nettoyeur. Voilà, il a un nom bien évidemment, cet homme, mais pour la famille, c'est celui qui rend tous les services et qui fait disparaître en quelque sorte un peu les preuves. Le témoignage de Christian conduit à l'ouverture d'une enquête préliminaire, c'est-à-dire que les policiers vont commencer à lancer des recherches sur la disparition de Thierry. L'enquête est confiée à la Sûreté départementale des Pyrénées-Atlantiques, à Pau. Il y a l'enquête qui se met en route, une enquête préliminaire, classique, et on va voir aussi si cet homme raconte quand même la vérité, si c'est pas quelqu'un qui raconte un peu des histoires. Et donc, tout doucement, on va vérifier en fait, au départ, la première chose, l'acte d'état civil de Thierry Belbidalot. Bon, mais c'est vrai qu'on constate que certes une disparition, mais en tout cas, il est toujours vivant pour la loi. Il n'y a pas de difficulté, on regarde son acte d'état civil, acte administrativement parlant, il n'est pas décédé. Pour l'état civil, Thierry Biel-Bidalot est toujours en vie. Se peut-il qu'il soit resté à l'étranger en Afrique sans en avertir personne ? Ils vont faire une enquête au niveau international. On va essayer de voir s'il y a des allées et venues entre ces différents pays africains, mais il n'y a rien. Il n'y a plus aucun passage, que ce soit plus de passeport, plus aucune activité. Il se renseigne auprès du Sénégal, il se renseigne auprès de l'ambassade même de Mauritanie. Aucun élément en fait en retour. Donc cet individu a disparu corps et âme, et pour autant, civilement, il existe toujours. C'est en examinant sa situation administrative que les policiers vont comprendre que la vie de Thierry s'arrête bel et bien à la fin de l'été 1998. Le dernier versement CAF date du mois d'avril et de mai 1998. Il y a le fait que le 10 juin 1998, il contracte une assurance pour un véhicule Mercedes. Et il va payer la première échéance de l'assurance, puis après l'assurance va résilier puisque en fait le compte n'est plus approvisionné. Il y a ce certificat de résidence sénégalaise qu'il obtient en faisant un courrier le 3 août 1998. Mais après c'est vrai que plus aucun élément d'information. Et c'est surtout l'étude de ses comptes bancaires qui est déterminante. Et puis le dernier mouvement, et ça va intriguer plus que tous les enquêteurs, c'est ce retrait de 5000 francs à l'époque, où c'était, je crois, de mémoire, le 23 septembre 1998, et après, plus de mouvements bancaires. Le 23 septembre 1998, Thierry effectue un retrait d'espèces au guichet de sa banque, à Tarbes. C'est sa dernière preuve de vie. Cette fois-ci, une information judiciaire pour recherche des causes de la disparition est ouverte. Nous sommes le 19 août 2008. On a, on va dire, une suspicion. On a des éléments précis et concordants qui laissent penser et présumer que Thierry Belbidalot a été tué, mais l'arène des preuves, vous ne l'avez pas encore. C'est comment a-t-il disparu et dans quelles circonstances ? La seule chose que l'on sait, c'est que on n'a plus signe de vie depuis le mois de septembre 1998. Les policiers vont alors se pencher sur Sylvie, l'ex-compagne de Thierry, et sur son entourage, notamment sur Pierre. Cet homme, d'une 50aine d'années, a vécu avec sa mère. Elle le considère comme son père et a gardé des liens très étroits avec lui. Les policiers enquêtent dans la discrétion. Ils mettent en place des écoutes et veulent savoir si Sylvie et Pierre cachent un secret. Il y a des événements en fait qui vont intriguer terriblement les enquêteurs. Sylvie, elle a 3 enfants. Le premier qu'elle a avec Thierry, elle a un deuxième enfant avec un autre compagnon, et après un troisième enfant avec un homme avec qui elle va se marier. Et notamment pour le deuxième enfant, il y a ça va véritablement créer un soupçon chez les enquêteurs. C'est le fait que elle va, dans les 2 cas, saisir le juge aux affaires familiales, tant pour Thierry que pour le deuxième père de son enfant. Mais pour le deuxième père de son enfant, elle met en place ce qu'on appelle, nous, d'un point de vue juridique, une procédure de paiement direct. C'est-à-dire quand le père ne paie pas la pension alimentaire, vous avez la possibilité par un huissier de justice de saisir les comptes bancaires du débiteur mauvais payeur.
elle ne le fait pas pour Thierry. Elle saisit le juge aux affaires familiales en 2000, elle obtient une décision de justice où elle a 100 € de pension alimentaire, mais pour autant derrière, et c'est là où c'est surprenant, ils ne comprennent pas l'attitude de Sylvie, c'est que là, elle ne demande rien. Donc, c'est comme si elle savait, ou du moins elle cache quelque chose. Donc c'est pour ça que de plus en plus, on va s'intéresser à l'entourage de Sylvie, de son beau-père Thierry, de son époux, bien évidemment, pour essayer de savoir s'il n'y a pas un secret de famille derrière. Le 7 octobre 2008, 2 mois après l'audition de Christian, Sylvie est convoquée au commissariat de Pau. Elle indique aux enquêteurs avoir revu Thierry à son retour d'Afrique en septembre 1998. Il était passé au domicile de Pierre, son beau-père, où elle était hébergée. Elle reconnaît simplement n'avoir engagé aucune recherche pour le retrouver et elle dit ignorer ce qui a pu lui arriver. Mais les policiers ne sont pas vraiment convaincus. Le 30 novembre 2008, une nouvelle information judiciaire est ouverte contre X pour meurtre sur Thierry Biel-Bidalot. Les enquêteurs sont persuadés qu'ils ont bel et bien affaire à un crime. Les enquêteurs découvrent que Sylvie avait bel et bien une Fiat 127 à l'époque des faits, qu'elle a remplacée par une autre voiture. Cette Fiat, les enquêteurs, ils vont la chercher désespérément. Ils vont chercher un certificat de destruction, rien. En fait, c'est pas une Fiat 500, parce qu'au départ, on décrit une Fiat 500 dans ce dossier, mais en fait, on se rend compte que c'est une Fiat 127 qu'elle avait. Et pour autant, c'est vrai qu'il y a ça intrigue terriblement les enquêteurs, puisqu'on ne retrouve pas de trace. Vous savez que quand bien même le véhicule est déclaré pas, vous avez toujours un certificat de destruction. Là, elle a disparu, là aussi, cette voiture, comme Thierry. Exactement de la même manière. Et c'est la seule explication que nous a confiée à l'époque Sylvie par rapport à ça, c'était un problème de carburateur et qu'elle consommait soi-disant trop de carburant, de sorte que c'en était des parties. Mais, attendez, vous faites toujours un certificat de cession. Je donne cet exemple-là, c'est tout bête, mais ne serait-ce que par rapport aux infractions à la circulation routière, c'est vous qui vous retrouvez à perdre des points sur votre permis de conduire. Donc la moindre des choses, c'est au contraire d'établir ce certificat de cession. Donc ça, le certificat de cession, ils n'en retrouvent pas, et ni de certificat de destruction. Quid de cette voiture, finalement, qui a disparu en plus de manière très étonnante, à la même période que Thierry. Mais à ce stade, les policiers n'ont aucune preuve matérielle formelle de la mort de Thierry Biel-Bidalot. Ils ont l'intuition que Sylvie leur cache quelque chose, mais l'intuition n'est pas une preuve. Alors, après plusieurs mois d'enquête, ils passent à la vitesse supérieure. Ils placent Sylvie et ses proches en garde à vue. Là, c'est vrai que les enquêteurs sentent qu'au bout d'un moment, ils ont exploité, on va dire, toutes les pistes possibles. Mais le moment, en fait, de la garde à vue, ce moment de rétention de liberté, c'est pour provoquer tout simplement l'aveu et essayer de percer à jour ce secret de famille qui sentent, en fait. On sent que les enquêteurs, il y a un sixième sens quelque part qui se crée chez eux. Ils vont aller chercher justement cet aveu pour savoir si qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'ait plus signe de vie de Thierry Biel-Bidalot depuis le mois de septembre 1998. Le 27 mai 2009, près d'1 an après le témoignage de Christian, Sylvie et son mari, Pierre et sa femme Françoise, et un ami de la famille qui aurait aidé à faire disparaître le corps de Thierry sont placés en garde à vue. Tous en même temps, dans des pièces différentes, les policiers les interrogent. Donc il y a ce moment, le 27 mai 2009, où les enquêteurs placent ces 3 personnes en garde à vue, à savoir Sylvie, Françoise, Pierre, que l'on appelle et que l'on surnomme Pierrot. Alors Pierrot, il y a une petite particularité à cette époque, c'est que depuis 2007, il souffre d'hémiplégie. Donc c'est un homme qui est beaucoup plus affaibli qu'il ne pouvait l'être 10 ans auparavant. Parce que c'est quelqu'un quand même d'assez grand, on sent que c'était un individu qui était véritablement costaud. Mais ce 27 mai 2009, c'est un homme affaibli qui est mis en garde à vue, qui est placé en garde à vue, et plusieurs auditions vont avoir lieu. 11 ans après les faits présumés, seuls des aveux peuvent débloquer l'enquête et permettre de savoir ce qui est arrivé à Thierry. Les enquêteurs veulent trouver la faille dans le discours de cette famille soudée, car ils sont sûrs que ces personnes sont unies par un secret,
le secret de la mort de Thierry. Et à force de questions, c'est Françoise, la femme de Pierre, qui craque la première. Elle va donner sa vérité. Sa vérité, c'est d'expliquer aux enquêteurs au bout de la 3e audition que Pierre lui a confié que, à la suite de la venue de Thierry, où ils ont parlementé pendant plus de 2 heures le 23 septembre 1998 au sujet de la résidence de Rémy, Thierry serait surexcité et en fait il lui a donné un coup de marteau sur la tête. Il va voir sa femme et lui dit tout simplement « J'ai tué Thierry ». Mais en même temps, il faut préparer le petit déjeuner pour les enfants qui vont se lever dans quelques instants, les conduire à l'école. Donc, il a mis le corps de Thierry sur un canapé. Il a mis une couverture expliquant aux enfants que Thierry est en train de dormir. Et voilà la version que vous présente en fait l'épouse de Pierre. Pierre, 56 ans, serait donc le meurtrier de Thierry. Avec ses aveux, les policiers mettent la pression sur lui. Fort de cela, les enquêteurs vont aller voir Pierre. Et là, au bout de la 4e audition, même Pierre, si vous me permettez l'expression un peu triviale, se met à table. Là, il raconte lui aussi sa version. Il explique qu'une semaine plus tôt, il est allé récupérer Thierry à l'aéroport de Toulouse et que pendant près d'une semaine, il va vivre à la maison. Bien sûr, parce qu'en même temps, ça permet à Thierry de profiter de son enfant. Je vous rappelle, il revient d'Afrique. Il était parti au mois de juin, on est au mois de septembre. Ça fait 2 mois qu'il n'a pas vu son fils. Il est très attaché à son enfant Rémy. Mais des disputes vont avoir lieu parce que Thierry se dispute avec Sylvie au sujet de la garde, une fois de plus, de l'enfant. Il veut l'emmener avec lui. Donc, fort de cela, Thierry en fait repart chez un ami qui s'appelle Gilles pour être hébergé quelques jours. Et puis c'est là où il y a cet épisode, en fait, ils se donnent rendez-vous dans un bar à Tarbes qui s'appelle Le Belon et ils ont l'occasion d'échanger de nouveau, toujours sur la résidence de Rémy. Pierre pense l'avoir convaincu de le laisser tranquillement à Sylvie. Et puis en fait Thierry se représente le soir à la maison, très excité, très énervé. Il lui dit qu'on lui retourne la tête et un peu gonflé à bloc, il lui explique que de toute façon ça se passera pas comme ça et que Rémy partira avec lui en Afrique. Donc c'est là où pendant 2 heures il explique on va essayer de le raisonner, on va le garder à dîner et puis convaincu après quelques bouteilles d'alcool qui ont été bues, il propose à Thierry de rester sur place et puis le matin, c'est là où Pierre explique qu'il retrouve Thierry très excité dans la maison. La maison est un peu en travaux. C'est là où il y a un marteau qui traîne. Thierry le menacerait avec le marteau. Et essayant bien sûr de discuter avec Thierry pour le raisonner, celui-ci étant passablement excité, il prend le marteau des mains de Thierry et lui assène un coup ou 2 coups violents sur la tête. Là, Thierry s'effondre. Voilà. Et là, il a la conviction que Thierry est bel et bien décédé. Il met une couverture parce que, là aussi, comme la version de l'épouse, les enfants vont descendre pour prendre leur petit déjeuner. Il faut les conduire à l'école comme si tout était normal et que rien ne s'était passé. Voilà. Ça, c'est la version que nous présente Pierre. Ensuite, Pierre aurait mis le cadavre de Thierry dans le coffre de la voiture de Sylvie. Il serait parti enterrer le corps dans un champ de maïs à une 30aine de kilomètres de chez lui. Il se serait ensuite débarrassé du canapé et aurait effacé les traces du crime dans sa maison, avec un ami. Et Sylvie, alors elle, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle dit aux enquêteurs? Alors, c'est une personnalité qui m'a toujours intrigué, moi, au travers du procès, parce que elle est décrite finalement comme une femme un peu fragile. Vous savez, vous avez cette idée un peu de l'oisillon là, qui est tombé du nid, qu'il faut surprotéger. Mais en même temps, elle est d'une force morale extraordinaire. Puisque elle, contrairement aux autres, lorsqu'elle est placée en garde à vue, ce n'est qu'au bout de la 6e audition qu'elle va expliquer aux enquêteurs que, ben oui, finalement,
donnant pas de crédit, bien évidemment, à la version qui avait été initialement présentée par Christian. Hein. Je rappelle le fait qu'elle aurait écrasé Thierry avec sa Fiat. Tout ça, elle explique qu'il y avait eu un épisode, oui, en 96-97, à tout le moins, qui s'était disputé, que Thierry avait essayé de s'accrocher au véhicule et de se mettre sous le véhicule, faisant croire qu'elle avait écrasé. Bon, et elle dit ça, c'est une version... qui était farfelue, présentée par Christian. Non, la vérité, moi, je ne l'aurais apprise qu'en 2006, où Pierre lui explique, son beau-père, qu'en réalité, Thierry voulait lui enlever Rémi et qu'il avait tué. Mais pour autant, elle va jamais le dénoncer, parce que, elle a beaucoup d'affection pour cet homme, et qu'il s'agit de protéger tout simplement ses enfants et surtout Rémi. Tout de suite après les aveux, une équipe de la police technique de Bordeaux intervient sur les lieux supposés du crime, dans la maison de Pierre. Les policiers recherchent des preuves scientifiques pour prouver matériellement les aveux de cet homme. Ah, mais ils vont faire de sacrées investigations, autant vous dire. Hein. C'est-à-dire, il y a une première chose qui est importante, on va chercher au sein de la maison d'habitation. Alors ça, tous les enquêteurs ont un premier réflexe, c'est d'abord, vous savez, la quête de l'ADN. Parce que c'est confronter la version de Pierre avec l'ADN, c'est-à-dire on va chercher au niveau du pied de l'escalier ou du mur proche de l'escalier. Souvenez-vous, il a éclaté le crâne, selon ses dires. S'il y a du sang qui a été projeté sur les murs de la maison. Bon. Il y a quelques traces. Avec le Blue Star, ils vont retrouver. Et là, ils vont essayer d'exploiter l'ADN, mais malheureusement, l'ADN était inexploitable. Ça n'aboutit à rien. Et il y a aussi le fait qu'on va retourner, mais alors des hectares de champs de maïs, pour essayer de retrouver le corps de Thierry. Mais en dépit des explications qu'il a pu donner, ce peignoir soi-disant où il avait entouré le corps de Thierry avec ses effets et ses papiers, on ne le retrouve pas. Et pourtant, ils ont fait appel à toute la technologie, il y a une dizaine d'années de ça, à l'époque. Mais en dépit de toute cette technologie qui était à la disposition des enquêteurs, on n'a pas pu retrouver trace du corps de Thierry. Donc, on ne peut pas confronter, si vous voulez, ces dires avec des preuves matérielles. De voir si c'est la bonne version. De voir si, effectivement, Thierry a été tué à l'aide d'un coup de marteau, ou si en réalité, Thierry a été écrasé du fait d'un véhicule. Voilà. Là, on ne peut donner que du crédit à la version de Pierre, puisque c'est lui qui a avoué, et c'est lui qui a reconnu être l'auteur des faits. À l'issue de sa garde à vue, le 29 mai 2009, 11 ans après la disparition de Thierry, Pierre est mis en examen pour homicide volontaire et placé sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'il est libre dans l'attente de son procès. Mais pour Maître Arcotte, malgré ses aveux, il y a toujours une part de mystère sur ce qui est arrivé à Thierry. Il y a une frustration dans ce dossier puisqu'on n'a jamais pu confronter les aveux à la vérité matérielle. Il n'y a pas de corps. Donc, toutes les hypothèses restent ouvertes, comme on dit dans le jargon, hein, on ouvre des portes pour les refermer. Ben là, d'une certaine manière, elles restent ouvertes toujours, ces portes. Mais il y a ces aveux qui ont été présentés par Pierre, et on va s'accommoder de cette vérité-là. En même temps, on a du mal à se dire qu'un homme avouerait un crime qu'il n'a pas commis. Sauf s'il est affaibli, parce que malade, et qu'il veut se poser en protecteur de celle qu'il considère comme sa fille. Voilà. Donc finalement, on aura toujours une interrogation dans ce dossier. Est-ce que Pierre a véritablement avoué son crime, avec ce secret de famille qui s'était organisé, et cette vie de famille qui s'était organisée autour de ce crime? Parce que je rappelle, hein, il y a Sylvie, il y a son mari, il y a l'épouse de Pierre, et tout le monde va se taire hein, pendant des années et des années. Ou, tout simplement, en protecteur. Et là, il veut sauver en fait Sylvie, cette mère de 3 enfants. Durant l'instruction, le juge va tenter d'approfondir cette hypothèse, de savoir si Pierre a pu s'accuser à tort pour couvrir sa belle-fille, Sylvie. Sylvie, qu'il a élevée comme sa propre fille. Mais au fil des interrogatoires, Pierre s'en défend.
il ne couvre pas Sylvie. Il assure qu'il ne lui a parlé du meurtre que plusieurs années après. Au mois de juillet 2009, les policiers mènent de nouvelles fouilles dans des champs de maïs, mais cela ne donne rien. Le corps de Thierry Biel-Bidalot reste introuvable. Deux ans plus tard, lundi 9 mai 2011, le procès de Pierre s'ouvre devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques à Pau. C'est un procès qui sort de l'ordinaire. Pas de corps, des aveux tardifs et invérifiables. L'accusé doit répondre d'un meurtre commis 13 ans plus tôt. La cour voit arriver devant elle un homme de 58 ans affaibli. C'est un homme qui marche avec une canne, qui se présente avec ses conseils. Il a fait une hémiplégie, donc le pas est lent et il s'avance lentement finalement vers ses assises. Et puis tout le monde espère, et je pense aussi le président des assises espère le rebondissement dans ce dossier, parce que tout le monde est convaincu. Alors après c'est ce que je pense moi, c'est mon intime conviction, elle m'est personnelle, mais tout le monde est convaincu dans ce dossier qu'il y a une part de frustration, on n'a pas la vérité. Et on espère, si vous voulez, que ce procès, ces quelques jours de procès vont permettre d'éclater cette vérité. Mais ça a été plus compliqué. En effet, le dossier reste imprégné des déclarations initiales de Christian, l'ami de Thierry, qui a permis de relancer l'enquête. Christian avait raconté que Sylvie lui avait avoué avoir tué Thierry en l'écrasant avec sa voiture. Alors, lorsqu'elle s'avance pour témoigner à la barre, Sylvie, 41 ans, n'est pas interrogée comme un témoin ordinaire. Alors, de manière paradoxale, les premiers jours de procès, les 3 premiers jours du procès même, j'avouerai, c'est pas le procès de Pierre, c'est le procès de Sylvie. Parce que le président, lui aussi, peut-être essaye de fermer cette porte qui est quand même restée ouverte jusqu'à présent. Est-ce que c'est pas elle qui a écrasé Thierry ? Est-ce que c'est pas là la vérité qu'elle avait confiée ce soir-là, sous l'effet de l'alcool, à Christian? Parce qu'après tout, l'alcool désinhibe, on est d'accord. Et vous pouvez donner la vérité. Donc on va la bousculer, pensant que c'est une femme fragile. Mais qu'est-ce qu'elle est forte! Elle ne bouge pas, droit dans ses bottes. Et elle continue à réciter sa leçon, qui est tout simplement que Pierre a tué Thierry comme il avait indiqué et comme il avait présenté aux assises. À tour de rôle, que ce soit l'avocat général, le président qui a posé de nombreuses questions, moi-même j'ai posé des questions parce qu'on a essayé de la bousculer, on a essayé d'être virulent un peu avec elle, on n'a pas été tendre. De toute façon, le procès des assises, si je dois donner une image symbolique un peu sportive, si vous me permettez, on est un peu sur un ring de boxe. C'est chacun se rend coup pour coup dans un procès d'assises. On a essayé de la bousculer, de la pousser dans ses moindres retranchements, dans ses contradictions. Rien, elle n'a pas bougé sa version. Plus tard, Pierre confirmera avoir tué Thierry d'un coup de marteau un matin de septembre 1998, comme il l'avait dit en garde à vue. Malgré tout, dans la salle, personne ne semble vraiment croire à cette version des faits. On est 11 ans plus tard, je n'en m'accommode toujours pas de cette version. J'ai toujours, moi, une interrogation. Alors c'est peut-être la vérité, du moins, on va dire, c'est la vérité judiciaire. On va faire une subtilité entre la vérité tout court et la vérité judiciaire. La vérité judiciaire n'est pas forcément la vérité. C'est du moins la version qu'on nous a présentée. Et comme je le dis, et je m'en souviens encore parce que je l'avais plaidé, je m'étais retourné, c'était mes derniers mots que j'avais expliqués à Pierre en plaidant, en expliquant mes intérêts civils, enfin du moins les intérêts de Patrick, avec les difficultés qu'il avait aujourd'hui de ne pas pouvoir se recueillir sur la tombe de son frère. Que je devais m'accommoder de sa vérité accommodante, mais pour autant je ne le croyais pas. Le doute, encore et toujours.
qui imprègne même le verdict rendu par la cour d'assises. Le 12 mai 2011, Pierre est reconnu coupable du meurtre de Thierry Biel-Bidalot. Il est condamné à 5 ans de prison, dont 1 année avec sursis. Non, c'est une peine aussi où on a le sentiment que même les jurés ont douté, mais ils se disent on doit vous croire. Vous avez avoué, on vous croit. C'est la vérité judiciaire. Vous vous êtes accusé, à tout le moins, ou vous avez expliqué que ça s'était passé là, dans ces circonstances, mais est-ce la vérité ? Pas forcément. Puis en même temps, c'est un homme affaibli, je vous le rappelle. Et donc, il y a cette peine, mais alors, je m'en souviens qu'elle était plus surprenante, 5 ans. Voilà. Donc, on a compris que, vous étiez accusé d'une certaine manière, mais est-ce qu'on a la bonne personne dans le box ? Au final, personne n'en était véritablement convaincu. Vous tuez quelqu'un, même s'il y a des circonstances qui peuvent expliquer le pourquoi vous êtes arrivé à ce stade-là, mais c'est minimum 12 à 14 ans, mais pas 5 ans. 5 ans, enfin, c'est une peine maximale pour un homicide involontaire. Voilà. Si je retrace dans l'échelle des peines, un homicide involontaire, parce que la personne qui conduisait était alcoolisée et malheureusement a tué quelqu'un, c'est 5 ans. Voilà. Ça peut valoir 5 ans en fonction des circonstances. Là, c'est comme si c'était un homicide involontaire, presque, qu'on nous avait présenté. Parce que le quantum de la condamnation correspond à ça. D'où quand même un peu la surprise, et puis en même temps le sentiment que on ne détenait pas véritablement la vérité. Alors tout d'abord, merci et bravo Nathalie pour ce récit. Pour ma part, moi j'ai réalisé le mix de cette partie et j'ai quand même toujours quelques petites questions que je voulais te poser parce que c'est vrai que c'est une affaire quand même assez mystérieuse et assez complexe et qui garde encore quelques zones d'ombre. Donc peut-être que tu auras certaines réponses et certains éléments à apporter en complément. Oui, peut-être. On va voir si j'arrive à répondre à toutes ces questions. Bon. Alors, tout d'abord, est-ce qu'on sait pourquoi il aura fallu presque 10 ans pour que les proches de Thierry se rapprochent de la police pour signaler sa disparition ? Et j'ai même envie d'aller un petit peu plus loin dans ma question, c'est qu'on a l'impression que ces proches de Thierry n'ont pas été pris complètement au sérieux par la police et par la justice quand ils accusaient clairement Sylvie. Est-ce qu'il manquait de crédibilité aux yeux de la police ? Alors du coup, pour reprendre d'abord sur le début de ta question, c'est vrai que ce qu'on dit, en fait, on raconte au tout début de ce podcast dans qui est Thierry Biel-Bidalot. Il faut bien comprendre que c'est quelqu'un qui a pas une famille qui est très présente. On a dit qu'il avait perdu sa mère quand il était très jeune, et il a pas vraiment de rapport avec son père ni avec ses frères, hormis son frère Patrick qui est finalement celui qui voit juste avant de disparaître, enfin d'être tué. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a cette particularité qui fait que le frère ne se pose pas vraiment de questions sur le fait qu'il soit absent. Et on n'a pas, c'est vrai, comme dans des formats, dans d'autres affaires, par exemple, une famille qui se mobilise pour retrouver quelqu'un. C'est vrai qu'on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. Donc finalement, les années passent et on arrive 10 ans après où c'est donc cet ami Christian qui va aller au commissariat pour dire qu'il s'est passé sans doute quelque chose de très grave. Mais du coup, c'est vrai que, et je pense que c'est important de le dire aussi, c'est que ça aurait pu passer totalement inaperçu si cet ami Christian n'était pas allé au commissariat. Et alors, il est pas pris au sérieux, oui et non, parce qu'au final, il y a quand même une enquête qui est ouverte pour rechercher Thierry Biel-Bidalot, enfin au moins savoir s'il est toujours en vie ou pas. Les enquêteurs, quand même, quelque part, le prennent au sérieux, parce qu'ils auraient pu lui dire, voilà, que c'est quelqu'un qui était majeur quand il a disparu, on va pas lancer de recherche pour ça, mais c'est vrai que là, il apporte un élément qui est quand même
pour moi capital, c'est qu'il dit en fait j'ai reçu des aveux de Sylvie, l'ex-compagne, qui dit qu'elle a renversé Thierry avec sa Fiat. Des aveux qui sont, on va dire, des faux aveux, puisqu'au final, ce ne sera pas la version qui est retenue au final, on va dire, par la justice. Mais donc, du coup, on a cette idée-là. Après, sur le deuxième aspect de ta question, c'est vrai que les enquêteurs, eux, dans un sens, ils sont quand même intrigués par le personnage aussi de Christian, parce que c'est vrai c'est pas quelqu'un qui a un profil, on va dire, lambda, même si ça veut pas dire grand-chose, mais c'est quelqu'un, qui travaille, qui fait beaucoup de va-et-vient entre la France et l'Afrique, qui a, j'allais dire même un look assez particulier. Donc du coup, c'est vrai que il s'interroge quand même sur son témoignage, mais c'est leur travail aussi de pas forcément prendre non plus pour argent comptant ce qu'on leur dit, mais ils vont quand même mener des investigations. Donc finalement, ils prennent son témoignage au sérieux. Oui, parce que finalement, Thierry était un personnage un petit peu atypique quand même. Et qui évoluait lui-même dans un milieu un peu spécial, avec ses allers-retours entre l'Afrique et la France, des affaires un peu limites aux yeux de la loi, etc. Est-ce que Sylvie, ou la femme de Pierre Soum, ou donc cet ami, ont été aussi inquiétés par la justice pour complicité, à ta connaissance ? En fait, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il se trouve que là, les personnes qui savaient et qui n'ont rien dit ne pouvaient pas être poursuivies, parce qu'on est au-delà de ce qu'on appelle le délai de prescription, c'est-à-dire que c'était trop tard en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les poursuivre parce que ce délai-là a expiré, et que donc du coup, aux yeux de la justice, on va dire, ils ne peuvent plus être poursuivis pour des faits de ce type quand l'affaire éclate en fait. C'est ce que j'ai compris en tout cas dans cette affaire-là. Mais c'est vrai qu'effectivement on peut se poser la question de savoir pourquoi ces gens qui savaient n'ont rien dit. Sachant que quand même pour Sylvie, il y a ce doute de savoir quand est-ce qu'elle l'a su véritablement, parce que du coup elle dit qu'elle l'a su que des années après. Vraiment, on est de mémoire en 2006 je crois, quand elle dit que Pierre lui a dit. Donc c'est quand même encore des années après, quoi. Donc voilà. Oui. Après, ça fait partie des nombreux mystères qui restent en fait au-delà de la vérité judiciaire, comme disait Maître Arcot. Est-ce qu'on sait ce qu'est devenu cette famille, c'est-à-dire, je pense notamment au fait que le fils de Thierry Biel-Bidalot doit pas avoir loin de 17 ou 18 ans maintenant, qui a dû être élevé par Sylvie. Pierre Soum a dû sortir de prison. On s'imagine un peu une cellule familiale qui doit être quand même assez compliquée en fait. Est-ce qu'on sait ce qu'ils sont devenus ou pas du tout ? Alors, du coup, moi, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, parce que c'est vrai que lorsque j'ai commencé à m'intéresser à cette affaire, j'ai sollicité plusieurs avocats, plusieurs personnes, évidemment, autres que l'avocat que j'ai pu interroger, qui n'ont pas donné suite à ma demande. Et donc, du coup, c'est vrai qu'après, on va dire en même temps, je sais pas, peut-être quelque part par choix aussi, j'ai pas cherché à savoir finalement ce qu'ils étaient devenus, dans cette idée aussi peut-être de se dire aussi les laisser un peu tranquilles. On l'a dit dans le cas de Pierre, il est quand même à l'époque, il est malade, il est affaibli, il avait eu un AVC et il a une hémiplégie. Donc même si c'est pas quelqu'un qui était très âgé au moment du procès, je sais pas trop où il en est aujourd'hui. Après, seule certitude, il est forcément sorti de prison. Mais après non, je sais pas ce que sont devenues toutes ces personnes. Mmh. Alors j'avais une dernière question. Est-ce que Pierre a énoncé un mobile clair finalement dans ses aveux, ou finalement on reste toujours sur la dispute qui a mal tourné ?
Alors oui, ça c'est vraiment important cet aspect-là. C'est parce qu'en fait, lui a toujours dit qu'il avait agi parce que Thierry Biel-Bidalot voulait emmener justement son fils en Afrique. Donc le fils qu'il a eu avec Sylvie en Afrique, donc je rappelle qu'il était très très jeune à l'époque puisqu'il avait 2 ans. Oui. Et que donc du coup, une dispute a éclaté à ce sujet. Et que c'est pour ça que... Enfin, c'est pour ça. La dispute était à cause de l'enfant, de Sylvie et de Thierry. Et que donc, du coup, il a tué Thierry. Mais il l'a tué, lui ce qu'il dit, c'est qu'il l'a tué parce qu'il a été menacé par Thierry Biel-Bidalot avec un marteau, quoi. C'est ce qu'il dit. Oui. Il s'est senti menacé. Donc du coup, voilà. Donc oui, effectivement, il y a vraiment cette idée du mobile il le fait quand même, il le fait pour Sylvie finalement, pour que Thierry ne parte pas avec son enfant, enfin avec leur enfant. Mais donc du coup, mais je pense que il y a vraiment une dimension qui est intéressante à ce niveau-là, et j'espère que ça s'est bien senti dans le podcast, parce que il y aura toujours un peu cette question de savoir est-ce qu'il ne s'est pas dénoncé, accusé pour protéger Sylvie, qui considérait vraiment comme sa fille, hein, même si c'était pas sa fille. Il avait vécu avec la mère de Sylvie des années auparavant, mais ils avaient un lien très très fort, quoi. Ils étaient vraiment unis. Et du coup, c'est vrai qu'on se pose vraiment cette question, encore aujourd'hui, quoi. Et quelque part, quelles que soient les circonstances dans lesquelles la mort de Thierry Biel-Bidalot est arrivée, on a un petit peu l'impression qu'il y avait un clan familial qui voulait peut-être protéger un enfant, finalement, en fait. Bon, sans vouloir rentrer dans les affaires de famille dans lesquelles on ne peut pas être, on ne doit pas être, mais c'est vrai que c'est un petit peu le sentiment que j'ai eu. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment, c'est vrai que c'est juste, parce qu'on se dit finalement peut-être les années passent. Personne ne va rechercher vraiment Thierry, donc c'est vrai que on peut aussi, et puis pour cet enfant aussi peut-être comprendre, dans un sens, j'allais dire, cette facilité à se dire on va garder ça pour nous et ne rien dire, ne rien dévoiler de ce qui s'est passé. C'est vrai que personne avant cette année 2008-2009 ne vient, on va dire, les embêter pour ça, avec des questions, ou comme ça peut se voir quand même dans d'autres affaires. C'est vraiment très particulier comme cas de figure, vraiment. Et c'est vrai que il y a vraiment c'est vraiment un secret de famille qui a failli être vraiment gardé jusqu'au bout, puisqu'on l'a dit, passé une certaine date, la justice n'aurait pas pu faire grand-chose pour savoir ce qui était arrivé à Thierry Biel-Bidalot, quoi. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que c'était vraiment intéressant comme affaire à ce niveau-là. Ouais, et c'est une affaire assez émouvante, du coup, avec toute cette dimension familiale qui est assez forte, je trouve, assez prenante. Et bon, voilà. Merci Nathalie, merci pour ce récit, merci pour ce complément d'information. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? J'ai fait un livre qui s'appelle Paris criminel, donc de 1900 à nos jours, dans lequel je raconte, on va dire, quand même plus de 300 faits divers qui se sont passés dans la capitale, alors avec des affaires qui sont plus ou moins développées que d'autres, mais il y a quand même pas mal de matière pour ceux que ça intéresse, d'acheter ce livre, éventuellement. Et il vient de sortir, là, il est sorti le 31 octobre dernier. Et sinon, je travaille régulièrement pour des émissions consacrées à des affaires criminelles, sans les citer, mais on pourra retrouver aussi certains de mes reportages à la télé. D'accord. On t'a peut-être sans doute déjà retrouvé sans le savoir, je pense. Ouais, peut-être. À travers des reportages télé qu'on a regardés et que tu as peut-être déjà écrit ou travaillé sur la production.
Bon, quant à moi, vous pouvez me contacter sur Twitter si vous voulez, @martingamara avec 2 R, ou sur www.microstockholm.fr, puisque Homicide est un podcast du label Micro Stockholm. La musique originale de ce podcast a été composée par Max Besnard. Un grand merci et un grand bravo à lui. On se retrouve dans un mois pour un prochain récit. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'émission sur les réseaux sociaux. Alors c'est Homicide Podcast sur Twitter et sur Facebook. Nathalie, à très bientôt alors. Oui, à très bientôt.